Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Présenté par Amtia. En mars dernier, nous célébrions la femme sur le plan international, touchant du doigt ses droits et défis. Aujourd'hui, pour consacrer la femme purement africaine, nous revenons sur ses droits car il est très important que la femme les connaisse et de mieux se les approprier. En tant que femme au foyer légalement mariée, femme veuve ou femme divorcée et j'en passe encore. Femme, connais-tu tes droits? C'est le ton de couleur que nous donnons aujourd'hui à ce numéro qui célèbre la journée de la femme africaine et la femme togolaise particulièrement, dont notre marraine, cette femme africaine togolaise, femme battante, femme forte, qui œuvre pour le développement de ce pays et qui œuvre plus encore pour la bonne cause des femmes. Avant de la recevoir donc sur le plateau, nous l'avons interviewée à son étude où elle s'est librement prononcée sur sa perception de ce que c'est que la femme africaine et tout ce qui l'entoure. Vous avez bien compris, tout ce que vous posez comme question autour de la femme noire, vous avez les réponses donc avec elle. Nous écoutons donc Maître Kay Lawson à nos micros. Changeons de mentalité. C'est un plaisir pour moi aussi de vous avoir avec moi aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'une femme? Je peux dire que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc la femme est définie en fait par la créature que Dieu a créée à partir de la côte d'Adam. Et la première femme que nous on considère c'est Ève. Donc, et maintenant dans nos sociétés, surtout dans les sociétés occidentales, on voit que le terme de femme n'existe plus. Et donc nous avons cette chance en Afrique d'avoir toujours cette valeur-là et de toujours tenir à ce principe. On est né homme ou femme. On n'est pas né homme-femme. C'est ou. Et on ne garde pas les deux. Et donc tous ces concepts de transgenre, bon, peut-être c'est bon pour les autres sociétés, mais pour nous, on n'en est pas encore là. Donc, être une femme, c'est cette créature-là qui a été créée par Dieu et qui est femme, qui donne la vie. Et ça, c'est très, très important parce que la femme, elle est porteuse de vie. Là où il y a la femme, il doit avoir la vie, la joie et beaucoup d'espérance. Parce que la femme est faite pour embellir les choses. Et en fait, la femme, elle est là pour soutenir l'homme et puis ses enfants. Ça, c'est très, très important parce que la femme, elle se retire et elle veut laisser la place à tous ceux qui l'entourent. Donc, principalement, ses enfants et puis l'homme qui est appelé à être son mari. Et donc, il est très important que la femme ait des valeurs essentielles parce que c'est sur elle que se bâtit en fait la famille. La famille, parce que souvent les hommes ne sont pas là au quotidien. C'est la femme qui vit quotidiennement avec les enfants ou avec le personnel de la maison. Donc il y a des valeurs intrinsèques à la femme et c'est cette femme-là qui peut, du jour au lendemain, apporter une certaine stabilité dans la société, mais aussi dans le foyer. En fait, quand on part du foyer pour venir dans la société, donc c'est important que nous nous accaparons de ce rôle-là pour pouvoir mener à bien cette société. Et on se rend compte avec le temps que là où les femmes sont nombreuses, les sociétés sont beaucoup plus épanouies. Donc le rôle de la femme est essentiel. Et ces valeurs qu'elle porte aussi sont essentielles. Et la première valeur, vous allez dire que je fais toujours référence à Dieu, mais la première valeur, je vais faire référence à notre mère,
mari, l'humilité. L'humilité, c'est très très important pour pouvoir avancer de nos jours. Et comme je vous dis, la femme doit être ouverte à tout. Donc avec cette humilité-là, ça nous permet d'embrasser beaucoup de choses, beaucoup de difficultés aussi, mais aussi d'apporter un apaisement dans nos quotidiens avec les gens avec qui nous vivons tous les jours. Et aussi à travers notre vie familiale aussi. Et quand cette femme-là apporte ces valeurs-là d'humilité, parce que l'humilité, en fait, englobe beaucoup de choses. À travers l'humilité, cette humilité, on peut trouver l'amour du prochain. L'amour du prochain, le respect pour le prochain. Et donc, ça cultive, l'humilité amène beaucoup d'autres valeurs, mais je peux dire qu'à travers cette humilité-là, on a une certaine richesse aussi, qui nous permet en fait de transmettre aux autres, surtout à nos enfants, des valeurs très très fortes qui peuvent les permettre de vivre en société. Ça, c'est très très important. Oui. Donc, la femme, pour moi, la référence, c'est la Vierge Marie. En fait, ce que nous devons faire, surtout en Afrique, c'est revenir à nos valeurs africaines. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur ce que les Occidentaux ou les Européens font. Nous sommes en Afrique. Et donc, en Afrique, il y a certaines choses qu'on ne permet pas. Par exemple, dans les pays occidentaux, ça ne choque pas de voir des femmes d'un certain âge en short. Ça ne choque pas. Mais ici, dans nos sociétés, ça choque. Ça choque de voir une femme d'un certain âge en short, en débardeur, en bikini. C'est pas courant chez nous. Donc nous devons revenir à ces valeurs-là parce que là où nous sommes, on voit que les sociétés européennes occidentales sont en perdition. C'est là où la femme aussi perd sa valeur parce qu'on dit les droits de la femme. Mais quand il n'y aura plus de femmes, on fera quoi? Si on se marie entre hommes ou entre femmes, on fera quoi? Donc c'est nous devons, nous, en Afrique, préserver ces valeurs-là et cette distinction entre hommes et femmes. Parce que hommes et femmes, c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est pas pour ça qu'il faut jeter la pierre à ceux qui revendiquent une autre sexualité. Mais originellement, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés occidentales qui ont disparu à cause de cette homosexualité aussi. Dans l'Antiquité, oui. Par exemple, quand on va en Grèce, on voit beaucoup, la Grèce a une grande histoire, on voit beaucoup de statues, mais ce sont des hommes ensemble. Oui, donc il y a les sociétés tombent comme ça. En fait, c'est le déclin de la société. En acceptant ce genre de valeurs, c'est qu'on est appelé, la société ne se régénère plus en fait. Donc, nous devons savoir que nous avons l'essentiel, cette richesse-là. Ce n'est pas seulement la richesse matérielle qui est importante, mais cette richesse-là dans nos valeurs, le respect de l'autre, le respect du fait d'être homme ou d'être femme. Et donc, c'est très, très important que nous nous attachions, nous, à ces valeurs africaines, retourner à nos sources. Parce que nous avons des sources qui nous permettent, en fait, de vivre en dehors ou mieux par rapport aux sociétés occidentales. Mais ce qui est marrant, c'est que, en fait, ceux qui sont en Occident veulent venir en Afrique pour avoir cette qualité de vie-là, pour retrouver cet environnement. Et nous, Africains, nous, on veut partir vers eux. Et même quand on va vers eux, ils ne nous acceptent pas. Regardez, je ne vais même pas aller très loin, parce que, je veux dire, il suffit seulement de parler de la Tunisie. Vous voyez les nouvelles, en ce moment, ce qui se passe. On se dit tous africains. Pourtant, le drame de nos frères qui ont la peau noire, là-bas, alors qu'on est en Afrique, les Tunisiens sont africains, peut-être ils oublient. Mais ce qu'il y a, c'est que nous devons être fiers de nous. C'est ça aussi. Parce que si nous-mêmes, nous ne cultivons pas nos valeurs, on se dit oui, être noir, c'est pas bon, être noir,
c'est mieux. Ou surtout les hommes aussi qui portent un regard différent en fonction de la couleur de la peau. Moi, je trouve ça un peu malheureux. Voilà, donc restons noirs comme nous. C'est une source de fierté. C'est une source de fierté. Et puis quand on voit nos femmes, nos belles femmes élégantes et qui sont très jolies, le ténor, toute femme est belle, hein, vous savez. Toute femme est belle. Et donc, il faut seulement peut-être lui dire de temps en temps, vous êtes belle. Et nos enfants nous le disent. Oui, maman, tu es belle. Oui. Les hommes doivent nous le dire plus souvent, sans tenir compte de notre couleur de peau. Puis, non, c'est une très très bonne émission. Et ce que je regrette, c'est que la journée internationale de la femme, on parle de journée internationale de la femme, mais on oublie qu'on est au Togo. On doit parler de la femme togolaise. Je suis désolée, que ce soit une journée internationale ou pas. C'est la femme togolaise qu'on doit mettre en avant. Et puis, je suis très contente que notre télévision togolaise ait mis en avant la femme togolaise. Et ça, c'est très, très important. Et parce que la femme togolaise a besoin de se retrouver. Surtout que, vous savez, le Togo est connu principalement pour ses femmes, les nanabins. Donc, nous devons essayer d'avoir aussi d'autres femmes, d'autres héroïnes. Comme identité. Oui, 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 oui. Et les Togolaises doivent pouvoir se retrouver dans certaines femmes. Heureusement, on remercie le président de la République togolaise qui met en avant la femme togolaise. Qui met en avant, et ce n'est pas seulement le travail du président, c'est le travail de tous les Togolais et Togolaises aussi. Parce que le combat aussi entre femmes, il faut en parler. Parce qu'on célèbre la femme, mais les femmes entre elles, est-ce qu'elles se célèbrent aussi? C'est ça aussi le problème, le drame de nos sociétés aussi. Mais ça ne se passe pas qu'ici en Afrique, hein, mais là où il y a la femme, il y a beaucoup de difficultés aussi. Le problème de la solidarité féminine, oui, je pense qu'il doit y avoir certains fondements qui viennent de la façon dont on a été éduqué, de la place qui est faite à la femme dans la société. Donc on se dit, oui, j'ai cette place-là, il ne faudrait pas que je cède la place pour que l'autre vienne s'installer à côté de moi, pour qu'elle bénéficie de mon aura. Donc, mais c'est un peu gênant. C'est gênant parce que ça fait que ça ne pousse pas les autres femmes à venir autour pour pouvoir aider l'autre à s'épanouir. Donc le problème se pose en fait des deux côtés. Celle qui a un poste de décision, elle a peur que les autres ne prennent sa place. Et celles qui sont de l'autre côté se disent, ah, on ne va pas l'aider parce qu'elle ne nous approche pas. Donc c'est à chacune de faire un pas. Oui. Si chacune fait un pas, on se dit, bon, on laisse tomber, on les accueille, on accueille celles qui sont de l'autre côté, pour voir si on peut construire quelque chose ensemble. Et les autres aussi qui sont de l'autre côté, on doit dire, ah, on doit apporter notre pierre à l'élévation de celle qui est au poste décisionnel. Ça, c'est très important. Si on ne le fait pas, on ne peut pas attendre seulement d'un côté. C'est un échange qui doit se faire. Oui, pour finir, dans le cadre de cette journée internationale de la femme, je souhaite à toutes les femmes du monde entier, ce que je souhaite, c'est qu'en fait, elles soient épanouies. C'est ça l'idée principale. Parce que cette journée-là, ce n'est pas une journée de fête en tant que telle, c'est une journée de revendication des droits de la femme. C'est vrai que nous, on en fait une fête parce que là où la femme est, comme je vous disais au début, ça doit exprimer une certaine joie. Malgré nos difficultés, celles qui fêtent le plus au Togo aujourd'hui, ce sont des femmes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Oui, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais elles se disent, c'est le seul jour où on les reconnaît. C'est le seul jour où elles peuvent être véritablement femmes. Et c'est vraiment dommage qu'on attende la journée internationale de la femme pour parler de la femme. La femme, on doit en parler tous les jours parce que des progrès sont faits tous les jours. Les femmes avancent tous les jours malgré les difficultés. Donc, ce que je peux souhaiter, c'est que
nous acquérions beaucoup plus de droits et que cette solidarité féminine-là soit concrète pour que, pour nous, en tout cas femmes togolaises, le Togo soit meilleur. Et ce que fera la femme togolaise rejaillira sur le Togo tout entier. Voilà ce que je peux dire. Changeons de mentalité. Nous savons donc qui nous recevons aujourd'hui dans votre émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs. Changeons de mentalité. Honorable Maître Lassane Kaye, bienvenue. Merci beaucoup, Amtia. Comment vous vous portez, madame? Très bien, vous-même? Je vais bien, par la D'accord. grâce de Dieu. Alors, nous parlons des droits de la femme, mais déjà, les connaissons-nous d'abord. Avec votre permission, nous allons suivre ces interviews, écouter certaines femmes qui se prononcent à ce propos. Changeons de mentalité. Quand on parle du droit de la femme, il y a certaines choses que la femme a droit. Changeons de mentalité. Alors, à bien, ça va, Oui, ça va. C'est bon. à bien regarder la société, écouter les uns et les autres, certaines femmes ne savent pas ce que c'est que leurs droits. Et d'autres, elles en ont une idée de la chose. Mais vous qui êtes du domaine, quand on dit « j'ai le droit », c'est quoi un droit? Oui, je vous remercie beaucoup pour cette question qui est très intéressante. En fait, pour parler de droits de la femme, on doit peut-être remonter à notre constitution qui dit que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n'y a pas de différence dans la loi fondamentale togolaise entre les droits de la femme et les droits de l'homme avec petit h. Donc, quand on dit j'ai le droit, c'est-à-dire que j'ai la permission de faire quelque chose ou j'ai un droit sur quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on a le pouvoir de l'exercer, ce droit. Et la femme togolaise, nous avons cette chance-là, elle est à égale parité avec l'homme. Il n'y a pas cette différence-là entre l'homme et la femme. C'était peut-être dans le temps où la femme était soumise à l'homme dans notre code des personnes et de la famille. Mais depuis, tout a évolué. Donc, hommes et femmes ont les mêmes droits. Comme le droit le dit à la base, on est tous égaux. Oui, voilà. D'accord. Alors, quels sont les droits de la femme? Nous allons y aller pas à pas. Une femme mariée, que ce soit légalement ou pas, elle est au foyer, c'est quoi ses droits? Oui, en fait, le droit de la femme mariée, ce que je peux dire, c'est que notre code ne fait pas de différence entre la femme mariée et l'homme marié. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux les mêmes droits. D'accord. Ils sont tous les deux chefs de famille. C'est ça qui est important. Depuis les années 2010, avec la venue du président au pouvoir, les choses ont un peu évolué dans ce sens-là. Vous savez qu'il est le leader en matière de promotion de la femme. Oui. Donc, nous avons vu notre code des familles et des personnes et des familles changer. Et on est arrivé à un moment où il n'y a plus cette différence-là entre hommes et femmes. Et donc, au niveau de l'Assemblée nationale aussi, nous allons toujours vers cette évolution. Par exemple, en matière de sécurité sociale, on a mis l'homme et la femme étant à égalité partout. Dans ce domaine-là, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Peut-être qu'il y a des évolutions qui vont venir en matière de nationalité. On sait qu'il y a une légère différence, qu'avant c'était très difficile. En fait, pour une femme mariée, une femme togolaise mariée à un étranger, de faire acquérir à cet étranger la nationalité togolaise, ou même aux enfants, mais les choses évoluent beaucoup dans ce sens. Et justement, est-ce que la population est-elle informée? Oui, en fait, l'information de la population, faut la porter jusque dans les contrées, parce que dans les contrées, les populations ignorent en fait l'existence du code des personnes et de la famille. Vous voyez? Et c'est toujours la coutume qui pèse dans ces contrées-là. Et à l'époque, je veux dire que en fait, la coutume était, l'application de la coutume aux successions était la règle.
Et, Nous allons aborder le oui, sujet dans c'était le la courant de règle. l'émission. Donc, ça faisait qu'il y avait de nombreuses sociétés qui mettaient cette différence-là entre la femme Homme et et l'homme. Mais Voilà. maintenant, les choses sont en train d'être équilibrées. Oui, oui, les choses même sont équilibrées à ce niveau-là. D'accord. Oui. Alors, quand on parle des droits de la femme, là, nous avons parlé du droit de la femme au foyer et vous nous avez fait comprendre qu'il n'y a plus de différence entre le chef de famille comme la femme, tout comme l'homme. Les deux sont égaux. Maintenant, quand on est femme divorcée, Quand on est femme divorcée, en fait, à quoi a-t-on droit? à quoi a-t-on droit? Ça dépend en fait, parce que vous savez que les époux contribuent selon leurs facultés. Et le Code des personnes et de la famille a confié en fait la garde des enfants qui ont moins de 7 ans automatiquement à la femme. Ah Wow. oui, ça c'est très très important Wow. de le souligner. Et d'ailleurs, Quel que soit le motif. quel que soit le motif, sauf motif grave. D'accord. Sauf motif grave. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois d'ailleurs, cette disposition a failli être mise en cause. Et non, à l'Assemblée nationale, nous nous sommes élevés contre la remise en cause de cette disposition parce que l'enfant, moins de 7 ans, a le droit de rester avec sa mère. Oui, ça c'est très très important de le souligner, sauf vraiment grave, comme motif vous le dites. grave. Oui, 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 Donc, si. quand on parle de motifs graves, on sous-entend quoi, par exemple? Non, par exemple, je veux dire, si la dame a une certaine maladie qui l'empêche de s'occuper de ses enfants. de ses enfants, on peut, par exemple, lui retirer la garde de ses enfants. Ou je pense que, par exemple, en cas de tentative de meurtre sur infanticide, Oui, oui, parce on peut, que oui, il y a des peut-être si elle est un peu instable table, oui, 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 oui. psychologiquement, Si, si. Il y a ces cas-là qui font que on peut lui on peut le retirer la et garde. c'est à l'appréciation du juge. Oui, D'accord. oui. Et puis il y a des conditions de vie aussi qui ne permettent pas à une femme de garder ses enfants, l'éducation de ses enfants ou d'assurer une éducation à ses enfants dans son foyer, en fait, en étant divorcée, bien sûr, je veux dire. Voilà un peu ce qui peut amener le juge à prononcer la garde de l'enfant en faveur de l'homme. En dehors de partage de garde par rapport aux enfants, à quoi a-t-on droit en tant que femme divorcée? En tant que femme divorcée, ça dépend en fait la cause du divorce. Ah, Ah oui. c'est toujours Oui. autour du motif. Oui, c'est toujours autour du motif, c'est important, mais parce que, en fait, comme notre régime légal de mariage, c'est la séparation de biens. Et donc, en principe, chacun repart avec ses Ce biens. Ce qu'il a comme acquis. Oui, voilà, ce qu'il a comme acquis. Mais, en fait, le problème qui se pose souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes au foyer. Qui sont obligées d'être au foyer parce que leur mari leur demande. Et en cas de divorce, Elles n'ont rien. elles n'ont rien. Alors qu'elles ont travaillé toute leur vie au sein de ce foyer-là jusqu'à ce qu'ils divorcent. Donc, c'est ce cas-là qui est un peu plus difficile, surtout pour les femmes qui sont au foyer. Elles repartent sans rien. Donc, il doit avoir le juge fait des efforts quand même pour trouver des compensations pour cette femme-là, pour qu'elle puisse continuer à avoir une vie décente quand même. Donc, actuellement, c'est en cours d'études. Non, ce n'est pas en cours d'études, mais en fait, c'est au cas par cas. D'accord. C'est au cas par cas. Comment donc, ça se présente, oui, la circonstance? Oui, si, parce que, par exemple, si la femme divorcée, on lui confie les enfants, elle a droit à une pension alimentaire. Oui, c'est normal. Oui, donc, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de règle générale. Disons que quand on divorce, on a droit à telle ou telle somme, on a droit à telle ou telle pension alimentaire ou pas. Il n'y a pas de règle définitive comme ça, c'est en fonction du cas. D'accord. Alors maintenant, nous allons parler de la femme veuve, ses droits. Souvent en Afrique, ce à quoi on assiste, la femme africaine a du mal lorsqu'elle perd dans une circonstance malheureuse son mari. Il y a des familles qui demandent à la femme de sortir de la maison. On bloque tout et elle n'a rien, comme si elle n'a jamais existé. C'est quoi les droits de la femme veuve? Quels sont ses droits? En fait, c'est bafouer les droits de la femme, de la veuve. Parce que, comme je dis, en matière successorale, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes.
En tout cas, notre code des personnes et de la famille le dit, il n'y a aucune différence. Comme je vous dis, en temps, il y avait ce qu'on appelait une disposition concernant les rites dégradants par rapport aux veuves, par rapport au veuvage. Alors que pourquoi, en fait, c'est la femme qui doit être soumise au veuvage? Pour quelle raison? L'homme aussi peut être soumis au veuvage s'il perd sa femme. Et c'est vrai que, vous savez, la société est telle que les femmes étant peu nombreuses, mais vivant beaucoup plus longtemps que les hommes. Ouais. L'espérance de vie de la femme est plus élevée. Ouais. Exact. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent veuves. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent veuves, mais ce n'est pas parce qu'on est veuve que la famille ou la belle famille a le droit de nous dépouiller de tout. Ah oui, ça c'est interdit par la loi. Et la loi même a posé des dispositions en faveur du conjoint survivant. Je préfère parler de conjoint survivant. Parce que ça peut être l'un comme l'autre. L'autre, oui. Pour dire que personne n'a le droit de chasser le conjoint survivant au moment du décès. De la maison où elle a toujours habité, où il a toujours habité avec son mari ou avec sa femme. Le Code des personnes, la famille lui accorde cette protection-là. Et c'est très, très important. Oui. Et le Code des personnes et de la famille interdit les rites humiliants, les rites de veuvage humiliants. Les personnes, le Code de veuvage les interdit, mais le problème qui se pose toujours, vous savez, quand on est à l'intérieur, dans les villages, les gens n'ont pas connaissance de ces dispositions. Justement. Oui. Et que faites-vous pour que ça change? Oui, en fait... c'est une chance que nous ayons des femmes à l'Assemblée. Exact. Justement, nous avons ce que nous appelons le caucus des femmes qui, de temps en temps, se rendent dans les différentes contrées pour sensibiliser les hommes et les femmes, toutes les populations, par rapport aux dispositions contenues dans le Code des personnes et de la famille. C'est un travail qui est long, qui est harassant, mais il faut le faire. Oui, il faut le faire. Et donc, c'est vrai que c'est une question aussi de budget. Oui. De budget, oui. Et il faut se déplacer, aller dans ces contrées, porter l'information. Exact. Oui, si. Et le ministère de la femme, des affaires sociales, aussi joue un grand rôle à ce niveau-là, parce que ce ministère se charge aussi de la diffusion en certaines langues, en vernaculaire, des dispositions du Code des personnes et de la famille pour faire comprendre aux différentes populations quels sont les droits en matière de succession. D'accord. Et nous allons suivre ce témoignage de cette veuve qui nous relate ici ce qu'a été son combat dès la mort de son défunt époux. Changeons de mentalité. Je me nomme Akou Charlotte. Je fais tout ce qui me passe par la main. Je vends Africa Tennis. Je vends aussi de la bouillie. Même pour la lessive, chez les gens, je fais. Mon mari était soldat. Nous sommes 4 épouses, mais avec le temps, vu la situation, 2 ont désisté. Et nous 2, nous avons supporté, mais dans la polygamie, les hommes s'occupent plus d'une que de l'autre. Moi, je suis Kabier et l'autre Evie. Donc les 2 se comprennent mieux car tout ce qui lui appartient, c'est dans la chambre de l'autre. Et comme je me suis toujours dit que c'est moi qui suis allée chercher problème, alors je reste tranquille. Mais il arrive des moments où monsieur me bouscule alors que je lui avais déjà fait 2 enfants. Et à sa mort, j'ai fait le veuvage. Malgré qu'on était en location, il a quand même fait le mariage civil avec moi et aussi avec la première femme. Seulement, sa mort, c'était suite à des querelles avec ses demi-frères. Donc leur lien s'était coupé. La famille ne s'occupe pas de moi et des enfants. Donc après, ma coépouse et moi avons bénéficié de 400 000 francs.
Bon, et gavava si be 400 000 nene. Donc 400 000 mais à Wenonia, allons mais ici. Ma coépouse, elle est un peu aisée. Donc, on a partagé 200 000 francs chacune et elle a déduit les dépenses de mon dû. Ce qui me restait au final autour de 120 000. J'ai donc ouvert un compte et sur ça, je tourne moi et mes enfants et ce qui concerne leur écolage. Bon, pour le moment, la famille, pour le moment, ne s'occupe pas de mes enfants et moi. Comme Sophie, on a loué. Maintenant, quand il est décédé, je suis revenue chez ma maman. Ses parents sont venus, on est allé là où on a loué et on a pris les choses. On a demandé la maisonnette si il y a quelque chose de dettes qu'on n'a pas payé. Elle a dit que non, qu'il n'y a rien. Que nous, on a dit que comme il n'y a pas l'argent pour le moment là, on n'a qu'à enlever toutes les choses de la maison, on n'a qu'à libérer la chambre. Et on a enlevé tout. Je suis restée, on a dit que je n'ai qu'à rester chez ma maman. On a amené les choses chez mes parents. Et mes parents, on a dit que comme je suis enceinte là, je n'ai qu'à rester chez ma maman d'abord. Si j'ai fini de faire accoucher, donc on va voir ce qu'on va me faire. Je suis restée chez ma maman. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont dit rien. Ses parents viennent chez moi. Ils viennent, ils me donnent ce qu'ils ont, ils me donnent. Je mange. Maintenant, comme je suis chez ma maman, c'est la maison familiale. La chambre n'est pas là que je vais que rester chez ma maman, mais on m'a dit que je n'ai qu'à rester là-bas pour le moment. Ils vont voir comment on va me faire. Ils m'avaient dit qu'ils ont vendu la moto de mon mari. C'est dans ça qu'ils me donnent 15 000 par mois pour manger un peu à peu. Si sa tante est venue, il me donne encore. Si elle vient, elle autre me donne pour elle. Ce n'est pas que l'argent de mon mari que me donne pour elle. Si elle trouve, elle vient, elle me donne. C'est Madame Katenye Positora. Je suis coiffeuse. Mon mari est décédé 8 ans déjà. Ça n'a pas été facile. Quand mon mari est décédé, premièrement, mon mari était malade, on était à l'hôpital. On m'a renvoyé le jour de son décès que c'est moi qui veux le tuer. Quand on m'a fait quitter, ça n'a pas fait quelque temps, il est décédé. Il est décédé le matin, mais ils sont revenus la nuit pour me dire que c'est comme ça qu'il est décédé. En même temps, ils ont bloqué la chambre de mon mari. Pendant 3 mois, c'est après les 3 mois qu'on a ouvert, ils ont pris les choses, les habits de mon mari, certaines choses, mais je dis que comme je n'ai que des filles, ces habits ne vont rien m'en servir. Il y a une qu'on a logée dans la maison. Pour libérer la chambre jusqu'alors même, il ne m'a pas libéré la chambre là. Je suis comme ça. Chaque fois je l'appelle de venir me libérer cette chambre, il ne vient pas. Un des frères de mon mari, un des petits frères de mon mari. Il n'est pas là, mais la porte là est toujours fermée. La clé est chez lui. Il habite ailleurs. Avant, il n'avait pas du boulot, maintenant il travaille, mais au moins je lui ai dit, si tu ne veux pas libérer, je vais te faire comme tu as loué, au moins donne-nous au moins 5 000 chaque fin du mois pour que ça m'aide aussi à subvenir aux besoins de mes enfants. Jusqu'alors, rien. Aucun des membres de ma famille, la famille de mon mari me vient en aide comme ça. Souvent, quand le mari meurt, laisser la femme, on dit toujours que c'est la femme qui a tué le mari. Et la belle famille fuit la femme comme s'ils ne la connaissent pas. Alors que si le mari vit, il vient. La femme, quand on insulte, la femme là, les prépare à manger, les sert, tout. Mais quand le mari décède en même temps, là, tout, il fuit la femme. Les enfants vont souffrir jusqu'à eux seuls, jusqu'à, si les enfants deviennent quelque chose, ils vont se pointer que c'est l'enfant de mon frère. Quand mon mari était décédé, ils ont dit qu'ils vont... Mon mari avait aussi une voiture. Après les 3 mois qu'ils ont bloqué la porte, quand ils ont ouvert la porte, ils ont pris la voiture qui va aller vendre pour nous aider. Le frère de mon mari, lui, il habite à Takpami. Et quand il a pris la voiture, jusqu'alors, il n'a rien ramené comme j'ai vendu la voiture à cette telle somme.
il ne nous a rien amené. Ça va faire 7 ans, 8 ans. Quand il est mort en même temps que ça fait 3 mois, il est venu prendre la voiture. Et après, quand j'ai eu le veuvage, on m'avait dit au moment là qu'on a fait les papiers que j'étais encore très jeune, qu'on va me payer en même temps. Avec le veuvage et secours après décès, ça faisait 2 millions et quelques. J'ai pris ça. La belle famille m'a dit de faire forage. Il y avait, devant notre maison, il y a une dame, il a fait dire que non, on va se concurrencer, je ne veux pas ça. Comme il y a forage à côté de moi, moi j'aimerais payer un terrain. Comme mes enfants ne sont pas grands, quand ils seront grands, là, on va voir ce qu'il y a. S'il n'y a pas le sport, on peut vendre le terrain là pour subvenir aux besoins des enfants. Et quand je les ai dit comme ça, ils se sont éloignés de moi, me laisser. Et j'ai pris l'argent là pour payer un terrain. Quand j'ai payé le terrain, un jour je suis allée sur le terrain. J'ai vu les gens là-bas qui m'ont renvoyé de quitter. Je suis allée sur le propriétaire terrain. Je suis allée là-bas, on me renvoie. Il a dit qu'il va me changer. Il m'a changé encore une autre terrain. Je suis allée, on m'a encore renvoyé là-bas. J'ai les papiers. Et depuis là jusqu'à présent, là, le gars, quand je l'appelle, il ne décoche pas mes appels. Il me fuit. Ça fait banalement 5 ans comme ça. Après, tu m'amènes un papier d'espérer dans 2 ans, il va me payer. On dit que c'est pas pour lui le terrain qu'il m'a vendu. Alors que j'ai payé le terrain là, quand je voulais payer, il m'a amené chez un huissier. Et c'est chez le huissier je lui ai donné l'argent là. Le huissier était témoin. Après tout, je retourne chez l'huissier. Lui aussi me dit qu'il ne m'a pas forcé de venir. Je lui ai dit que non. Toi, tu étais devant, c'est vous qui connaissez les lois. Et toi, tu me triches moi un veuve parce que je suis femme là. Vous me volez comme ça. Moi, je les ai dit que je les laisse à Dieu. C'est Dieu qui va les juger. Et depuis là, aucun d'eux ne m'a appelé jusqu'à alors là où je suis. Les 2 millions, là, ils ont partagé ça entre eux. Je lance un appel à tous les notaires de venir à mon secours m'aider pour cela. Moi, je prierai. Tout le monde dans ce monde, nous sommes des chrétiens. On n'a qu'à agir vraiment. Qu'on a reçu Dieu, à souvenir aux besoins des veuves et surtout des orphelins. On les ignore trop. Isronikuwa vivaja vadumpu na Roma o vadumpu na mvili. Fanye eva zungbongbo mebinya. Nka kakakagwe no vini va kpirunti mi va Roma. Imi Roma 81 000 pour tuna. Nka imi ko va les trolls ku do vinho 14 ans. Nka 14 ans wa mi e vinho chamle wondio. Nous viajons des soins et va trouver charge na et via ni koneji fofocha et ni ke no yino bionde ani on vivage nya et 22 000 par mois on caille même vivre dans les cours de vivre puisque ni on que on est vide en va do besoin va vers on à côté et moi mais en fait quoi plein abli après nous vivre on sort dans la com. Changeons de mentalité. Maître Kailoson, dites-nous, cela n'arrive-t-il qu'aux femmes souvent d'être lésées dans leurs droits, comme ce que nous observons souvent en Afrique, ou bien les hommes sont également victimes de ça? Dans notre société, on rencontre des cas où les hommes sont victimes aussi. Les veufs, oui, les veufs sont victimes de l'acharnement des membres de la famille. Oui, voilà. Alors que, en fait, cette situation-là, vous savez, dans nos familles, quand on a des décès, surtout dans un couple, on a tendance à se rapprocher de la belle famille pour mettre les choses en place pour le règlement de la succession. Et notamment, il y a une habitude que nous avons au Togo, nous appelons ça le procès verbal de conseil de famille, oui, et qui est homologué au tribunal. Et donc, quand on fait participer la famille à ce genre de conseil, les gens ont parfois l'impression, ces membres de la famille qu'on appelle, ont l'impression qu'ils ont un droit
C'est-à-dire les membres de la famille, oui. Juste parce qu'on les a, d'accord, associés. Oui, voilà, à la rédaction du procès verbal de conseil de famille. Donc, ils pensent qu'ils ont un droit de regard sur la succession, en fait, ou sur les biens ayant appartenu aux membres de la famille du couple qui est décédé. Alors que ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas du tout le cas. Ah. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, quand on perd son conjoint, la succession se règle entre le conjoint survivant et les enfants. Et les enfants, s'il y en a, c'est quand il n'y a pas d'enfants qu'il y a d'autres dispositions du Code des personnes et de la famille et qui met en avant les pères et mères quand il n'y a pas d'enfants. Parce que les enfants écartent tous les autres. Oui, tous. Les enfants, petits-enfants qui viennent en représentation de leurs parents prédécédés. Donc, on doit pouvoir comprendre ça que la famille ne doit pas être mêlée à la succession. Donc, en résumé, lorsqu'un conjoint meurt, et souvent on assiste à des cas où la belle famille va sortir l'autre conjoint de la maison, bloquer tous les biens, soi-disant c'est leurs parents, donc tout leur revient, ce n'est pas légal. Non, ce n'est pas légal. La femme a plus le droit, surtout. Exact. Ce sont les dispositions du Code des personnes et de la famille qui le dit. Le conjoint survivant fait partie des héritiers. Des héritiers qui ont droit. Les ayants droit. Oui, qui ont droit à cette succession-là. Personne d'autre ne peut venir faire sortir le conjoint survivant de la maison, s'accaparer des biens de la personne décédée. Personne. Dépouiller l'autre. Dépouiller l'autre. Il y en a où on met les veuves dehors. On les met dehors, on retire les titres fonciers. Tout ça, personne n'a le droit de faire ça. Personne, et la veuve, la loi la protège. Elle peut se rendre au tribunal pour porter plainte. Oui. Elle doit obligatoirement porter plainte parce que quand on se lève se faire, et à la fin, on se retrouve dépouillé. Il y a aussi des associations de la place qui défendent les veuves, et même les veufs qui sont spoliés aussi. Et des associations sont sur place, le tribunal est là, les juges sont là pour rendre justice dans ces cas-là. Parce que nous avons la chance d'être dans un milieu où c'est très ouvert, où nous avons la justice à côté, les associations à côté, mais à l'intérieur du pays, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Donc, il va falloir regarder de ce côté-là. Travailler fort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand on est dans un fond d'un village où il n'y a ni juge, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas, et le poids de la société, les mœurs, et on vous dit, si votre mari meurt, vous devez épouser le frère de votre mari. Justement, qu'est-ce que le Code dit par rapport à ça? Ah oui, ça c'est très très grave, oui. Le Code civil l'interdit. Ça existe encore aujourd'hui? Ah oui, ça existe dans nos campagnes. Ethnies? Oui, dans nos campagnes, ça existe. Le Code de la famille l'interdit. L'article 411 du Code des personnes et de la famille dit « sont notamment interdits le lévirat, le sororat et l'enfermement inhumain et dégradant ». Donc ça veut dire épouser le frère de l'autre, tout ça c'est interdit. On ne peut pas se permettre d'imposer quelqu'un à l'autre parce que son frère n'est plus et que moi j'ai automatiquement le droit de te prendre. Oui, de récupérer. La femme n'est pas un bien qu'on lègue à un autre ou à un frère ou à un oncle ou quelque chose comme ça. Non, la femme a sa propre liberté. Elle a le droit de choisir avec qui elle veut rester au décès de son mari. On ne peut pas lui imposer d'épouser obligatoirement le frère, oui. Et il y a ces cas-là qu'on rencontre de temps en temps où les femmes fuient les villages pour venir en ville à cause de ça. À cause de ce problème-là, de lévirat, de sororat, mais elle préfère fuir avec ses enfants, aller ailleurs, laisser ses biens, parce que souvent ce sont des agricultrices. Oui, si, elles laissent la terre. Oui, et ce problème de foncier aussi se pose beaucoup parce que il y a des années en arrière, on disait que la femme ne pouvait pas hériter de la terre. Oui, quelques années en arrière. Il n'y a pas si longtemps. Hein? Il n'y a pas si longtemps, et puis ça continue aussi. Ça continue. On en est où exactement aujourd'hui? Oui, le code foncier et le code des personnes et la famille, comme je vous dis, il y a égalité entre hommes et femmes. Mais lorsque c'est le parent
lui-même. Parce que moi, j'ai déjà assisté à un cas. Lorsque c'est le parent lui-même qui dit à ses enfants, par exemple à des filles, que vous n'aurez pas de terre ou bien quoi que ce soit, droit à quoi que ce soit, et si il en venait que je mourrais, déjà, je ne sais pas si vous comprenez que lui-même, il contribue à ce que la société laisse plus la femme. Exactement. En fait, vous savez, c'est parce que ces personnes-là ignorent le droit. Voilà. C'est parce que ces personnes ignorent le droit parce que nul n'a le droit de déshériter son enfant sauf pour motif, pour cause grave. Quel que soit le sexe. Oui, quel que soit le sexe, homme ou femme. Oui, mais la mentalité, c'est on préserve plus le garçon parce qu'on dit qu'il va pérenniser le nom, la famille, et donc la femme, l'autre, elle va partir ailleurs. Donc elle n'a aucun droit, au fait, sur les biens de son père. Oui, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Et nous avons tendance à corriger ça maintenant. Ah, heureusement. Si. Et mais je vous dis, comme je vous dis, je ramène toujours le problème à nos contrées. Dans nos contrées lointaines, ça continue à se passer encore. Peut-être même pas aussi lointaine, dans la banlieue de Lomé aussi. Le problème se pose toujours, mais c'est une question d'éducation. Comme vous l'avez dit, si le père le dit, donc ça se perpétue de père en fils. Oui. Mais si on arrive à faire comprendre au père que non, la femme est autant capable de préserver aussi bien la terre que son fils, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On entend maintenant de grandes successions, la femme porte le nom de son père plus le nom de son mari. Donc ça ne fait que perpétuer l'héritage familial. Donc, et c'est très beau, c'est magnifique. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est donc une bonne nouvelle. Et nous revenons au cas des hommes. Et je posais la question à savoir si c'est souvent les femmes qui en sont victimes d'être lésées de leurs droits, ou il arrive aussi ces cas à des hommes qui se retrouvent veufs. On les sort aussi de la maison, les hommes. Non, c'est plus difficile comme l'homme a une force physique, mais on essaie de lui soutirer des choses, par exemple, où on va, par exemple, on peut dire oui, mais maintenant que notre fille est décédée, vous allez épouser sa sœur. Ça aussi, c'est possible. Donc, c'est dans le... Ah oui, dans les deux sens. Oui. On vous donne une autre sœur à la place. Ah oui, et c'est arrivé, et ça arrive. Et où la famille qui dit oui, on vient prendre les biens de notre enfant. Ah oui, de notre enfant qu'on a perdu alors que vous n'avez pas le droit. Ils étaient mariés légalement. Mariés femmes, quand on est marié légalement, ça change tout. Oui, dans ce cas, tout revient au conjoint survivant. Oui, en fait, tout ne revient pas au conjoint survivant. Un quart de la succession lui revient. Et l'autre, les trois quarts aux enfants. Aux enfants, oui. Donc, et s'il n'y a pas d'enfants? Ici, il n'y a pas d'enfants. En fait, c'est les parents qui héritent, mais avec le conjoint survivant toujours. Le conjoint survivant a toujours droit à quelque chose. Oui. Parce qu'il a quand même participé à la construction de la vie de l'autre et autres. Oui. Si. Donc, c'est très important, je vous dis, personne ne peut écarter ni le conjoint survivant, ni les enfants. D'accord. Ni les enfants. Ce sont les enfants, c'est ce qu'on appelle des héritiers réservataires, mais en l'absence d'enfants, ce sont les parents qui père et mère, père et mère, qui peuvent hériter. Oui. Sinon après, ce sont les frères et sœurs. Voilà. D'accord. Et ce qui va donc nous amener à écouter M. Kadongo Pascal qui nous raconte ici un peu son témoignage de ce qu'il a vécu après la mort de sa défunte épouse. Changeons de mentalité. J'ai perdu mon épouse le 17 juin 2022 passé. Ce jour-là, j'avais un atelier à la chambre de commerce de Lomé. Donc j'ai dû quitter la maison très tôt, à 7 h du matin. Je suis revenu de l'atelier à midi. Et puis depuis midi, on s'écrivait. Elle et moi, on s'écrivait au téléphone. J'écrivais, réponds. Jusqu'à 16h30. Dans la foulée, on constate que finalement le pire est arrivé, que ma femme était décédée. Donc après, vous savez, elle a une sœur qui est comme sa maman, puisque depuis que je l'ai connue, elle m'a parlé de sa sœur là, qui c'est leur grande sœur, mais elle n'est pas l'aînée. C'est elle qui fait office d'aînée de tout. Donc depuis, je l'ai mise à la place. C'est une sœur que quand elle vient à la maison, nous la vénérons. Depuis le décès de ma femme, cette sœur-là, je ne l'ai plus reconnue jusqu'à présent.
Au mois de novembre, nous étions en plein préparatif de la foire. J'arrive du service un soir, elle s'approche de moi et me dit « Ah, Pascal, je voulais te voir là. » Elle dit « Ouais, tu sais, mon véhicule est en panne. Donc il est chez le mécanicien, mais je voulais venir te supplier de me passer en attendant le véhicule de ta femme. Et puis, dès que ma voiture sera prête, je te la rapporte. » J'ai dit « Oh non, sans problème, puisque je la connais. Son véhicule ne fait jamais 2 jours chez le mécanicien. » Je me suis dit, déjà lundi, le véhicule va arriver. À ma grande surprise, de novembre jusqu'à mars, non. Elle a pris le véhicule, elle raconte aux gens que ça ne va plus revenir. C'est quand la succession a commencé, donc il fallait faire des documents au tribunal. Non, non, avant même le tribunal, il y a la mairie ou la préfecture pour le certificat d'hérédité. Voilà, de non-opposition au tribunal et tout. Donc c'est depuis là-bas qu'elle a commencé ses manigances. Là, nous sommes en train de continuer toujours le processus, côté administration et tout, puisque quand c'est comme ça, la succession, après la préfecture, après le tribunal, on a fini tout ça. Maintenant, c'est au niveau du CASEF, l'assurance secours, vie et tout, donc les documents sont là-bas. Bref, ça suit son cours normal. Quand j'ai pris le véhicule, comme elle était beaucoup énervée, elle a été encore mobilisée tous ses parents, dont leur chef de famille, qui m'appellent tout le temps, qui disent non, ils veulent venir voir ce que leur fille a comme bien. Et voilà, voilà, j'ai pas compris. À chaque fois, je suis même allé voir la juge pour lui dire ça. Elle n'a pas compris. Elle dit, mais dis donc, s'il y a quelque chose comme ça à faire, c'est moi, la juge, qui doit décider de cela. Jusqu'à ce jour où je vous parle, le chef de famille m'appelle toujours. Ils veulent toujours venir à la maison pour, enfin, disent-ils, voir ce que leur fille aime. Mais déjà, l'idée derrière, moi, je sais. Aujourd'hui, tout ce qui avait l'habitude de se passer, il y a son contraire aussi qui se passe aujourd'hui, qui se produit aujourd'hui. Même moi, franchement, la famille de ma femme m'a beaucoup surpris. Parce qu'il y a des couples où, du début déjà de votre amitié, il y a ces signaux-là qui se font voir que ah, vous n'êtes pas aimé par là, et donc il faut pas. Ici, ce n'était pas le cas. Nous étions très bien, les deux familles s'aimaient, se respectaient très bien. C'est depuis le décès de ma femme que j'ai commencé par voir des gens, des comportements que je n'ai pas appréciés. Et franchement, j'ai été beaucoup touché, ça m'a beaucoup affecté. Même nos enfants, mes filles, ma fille, la grande, a 11 ans. La seconde a 4 ans, mais je crois qu'à 11 ans, moi quand j'avais même 8-9 ans déjà, je comprenais beaucoup de choses. Et j'avoue que nous avons été beaucoup touchés par le comportement de la famille de mon feu épouse. Changeons de mentalité. Femme, connais-tu tes droits? Le sujet qui interpelle toutes les femmes aujourd'hui dans Changeons de mentalité pour célébrer la journée de la femme africaine. Dans ce numéro, nous sommes avec notre invitée, notre marraine, donc Maître Lawson Kay, qui est avec nous sur le plateau. Alors, Maître Kay Lawson, nous sommes en train de parler des droits de la femme. Nous avons un peu touché du doigt également ceux des hommes, et s'ils vivent les mêmes situations. Maintenant, lorsque je viens proprement dire sur le sujet que vous aviez abordé un peu plus haut, les cas successoraux. Lorsque l'un des conjoints perdait sa vie, perdait la vie et qu'il laissait des héritages, que ce soit l'homme ou la femme qui laisse des biens en partant, quittant ce monde. Comment ça se fait, les démarches qu'il faut? D'accord, oui. En fait, la première démarche qui est très importante parce qu'on rencontre ce cas souvent quand l'hôpital délivre le certificat de décès. La première chose, c'est d'aller à la mairie. Ah, déclarer. Oui, déclarer le décès. Et la mairie va vous délivrer ce qu'on appelle l'acte de décès. D'accord. Et c'est à partir de cet acte de décès-là que toutes les démarches peuvent être entamées. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, ce qu'on va demander aux héritiers, c'est qu'ils établissent ce que nous, notaires, on appelle un acte de notoriété ou un certificat d'hérédité ou un procès verbal de conseil de famille avec homologation auprès du tribunal. Et c'est pour ça que je disais que le procès verbal de conseil de famille, je ne le conseille pas.
Je ne le conseille pas comme... les membres de la famille pensent qu'ils ont le droit, justement. Voilà. Donc, s'ils assistent à ça, ils se disent que c'est parce qu'ils ont un droit. Exact, parce que dans ce procès verbal de conseil de famille, on cite les membres de famille qui sont là et puis ils disent dans ce procès verbal qu'ils désignent telle personne comme administrateur de biens, alors qu'ils n'ont pas le droit de désigner comme administrateur de biens telle personne. Ce sont les héritiers qui doivent désigner oui, qu'ils veulent comme administrateur de biens. Donc, par exemple, si le conjoint survivant oui, le conjoint survivant et puis les enfants, c'est eux qui décident qui sera administrateur de biens. Et alors que les autres, ils vont aller chercher un oncle, une tante, alors que la personne n'a rien à voir avec les biens du défunt. Et après, ça pose même des problèmes. Ça pose de très, très graves problèmes parce que souvent, on se rend compte que c'est des administrateurs de biens qui sont désignés en dehors des héritiers, ça s'accapare. On mémise. Exact. Donc, c'est très, très important d'aller, après le décès, vers un notaire pour qu'on vous explique les démarches à suivre. Oui. Et donc, quelles que soient les démarches que vous avez à faire, vous aurez toujours besoin de ce qu'on appelle l'acte de notoriété qui désigne en fait les héritiers. D'accord. Oui, les héritiers en présence de certains témoins qui doivent attester. Qui sont vraiment. Oui, qui sont vraiment héritiers. Et donc, déjà que la personne est vraiment décédée à tel endroit, tel jour, telle heure, et qu'il laisse comme héritier telle ou telle personne, ou qu'il laisse comme héritier telle personne, mais qu'il a aussi écrit un testament. Ah, oui, c'est très important. Oui, c'est très important. Et s'il n'y avait pas de testament? Oui, s'il n'y a pas de testament, ça veut dire qu'on regarde les héritiers légaux qui sont dans l'ordre et définis dans le code des personnes et de la famille. Mais s'il y a un testament, on tient compte de ce qui est dit dans le testament. Même si le testament ne désigne pas obligatoirement les héritiers réservataires, le testament peut servir aussi à faire des dons. Oui. Des dons, parce que tous les biens, tous les dons, tous les biens ne vont pas obligatoirement aux héritiers réservataires. Il y a une part qui leur est réservée. C'est ce qu'on appelle leur réserve. Et celui qui fait le testament a le droit de disposer de certains biens en faveur de d'autres personnes qui ne sont pas ses héritiers, en fait. C'est ce qu'on appelle les légataires. Voilà, donc on a le droit de disposer d'une partie de ces biens en faveur d'autres personnes. Mais on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. D'accord. On n'a pas le droit. On entend souvent ça, que les parents vont déshériter, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. La personne peut le dire. Oui, mais c'est pas possible. Le droit ne lui permet pas. Oui, sauf pour cause grave, comme tentative de meurtre. Oui. Sinon, on n'a pas le droit de déshériter un enfant qui ne vous a rien fait. Alors, comme vous avez parlé de testament, tout à l'heure, je vais poser la question en même temps. Est-ce important d'avoir un testament? En fait, c'est important en ce sens où, par exemple, vous savez, si vous n'êtes pas d'héritier réservataire, par exemple, à qui vont aller vos biens? Peut-être vous désignez une association, ONG. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un testament. Pour signifier cela. Pour signifier cela, parce que sinon vous allez le mettre où? Ou même si vous voulez favoriser un de vos enfants parce qu'il est resté à vos côtés, il a fait beaucoup de choses pour vous, c'est grâce à lui que vous êtes là, il est important de le marquer dans un testament. Mais le testament ne sert même pas d'ailleurs qu'à ça. Dans le testament, on peut mettre des dispositions funéraires, ce qu'on veut. Concernant, on veut être enterré et tout ça. Exact. Pour ne pas fatiguer les enfants après dans les réunions de famille. Exact. Oui. C'est moi qui décide, les enfants n'ont pas le droit de... Si. Ça, c'est très, très important. On peut mettre plusieurs dispositions dans le testament. Et dans le testament, souvent... quand il y a des choses inavouables, surtout pour la part des hommes, on les retrouve aussi dans le testament. Ils vont reconnaître dans le testament qu'ils ont des enfants. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est... Et en même temps, c'est une protection pour cet enfant-là, parce qu'il va devenir héritier. Alors que si on n'a pas... découvert
Il n'hérite de rien. Donc, vous voyez que le testament peut servir à faire beaucoup de choses. C'est très important. Oui, oui, à poser beaucoup de bonnes actions. Ouais. En fait, pour corriger ce qu'on n'a pas pu corriger durant sa vie. Donc, on peut essayer de faire des efforts de ce côté-là pour le mettre au moins dans le testament pour que la famille, où on ne se retrouve pas du jour au lendemain avec des gens qui vous ramènent des enfants alors que vous êtes dans la douleur. Oui, oui, si. On y assisté aussi aux funérailles. Exact. Donc, voilà, quoi. Et vous savez, et puis sinon, ça peut poser des problèmes ultérieurement, d'ailleurs. Oui, mais je me dis quand même que ce n'est pas suffisant parce qu'il peut arriver aussi que quelqu'un, du moins si on parle des enfants, tombe en premier sur le testament et peut-être qu'en lisant, regarde déjà que peut-être lui n'est pas très favorisé au cas où il y a eu des partages là-dedans. Peut quand même cacher ou bien brûler cela. Exact. Vous savez, au Togo, nous avons la chance d'avoir 3 types de testaments. Ah. Oui, le testament authentique, c'est-à-dire celui fait devant notaire ou un juge, mais souvent, le plus souvent, c'est devant notaire, parce que c'est lui qui a la compétence et c'est lui qui connaît les règles qui s'appliquent en matière successorale. Il y a le testament holographe, celui qui est écrit, daté, signé de la main du testateur. Ça veut dire que quand on est illettré, on ne peut pas faire un testament holographe. Et un testament mystique qui est aussi écrit, mais qui est remis au notaire sous pli fermé. Et la règle qu'on doit connaître en matière de testament, c'est que le testament n'est valable qu'après le décès. Ça veut dire qu'on peut changer de testament tous les jours. Tous les jours. Et le meilleur des testaments, c'est celui qui est fait celui qui est fait chez le notaire, parce que c'est lui seul qui a la copie. Ah oui, personne d'autre ne sait ce qu'il y a dans le testament, sauf peut-être les 2 témoins qu'on amène. Parce que quand il faut écrire un testament devant un notaire, il faut venir ou avec 2 témoins ou avec un autre notaire. 2 notaires qui doivent recevoir le testament. On n'y va pas seul. Non, on n'y va pas seul. C'est entre le notaire et la personne. Non, c'est pas entre le notaire et la personne. Peut-être les premières rencontres peuvent avoir lieu à 2 pour qu'on comprenne bien ce que le testateur veut exactement, pour qu'on lui dise non, ce que vous voulez, là, cette volonté-là, ce n'est pas conforme à la loi, qu'il faut faire tel. Mais après, elle revient avec ou 2 témoins, ou on appelle un autre confrère ou consoeur. Et donc, le testateur, la personne qui écrit le testament, enfin, qui dicte le testament, doit dire exactement ce qu'il veut devant les témoins. Ah oui, pour ne pas qu'il y ait contestation plus tard. Oui, parce que vous savez, quand il y a des testaments, de temps en temps, certains riches qui disent non, c'est un faux, c'est pas vrai. Justement, je veux poser cette question. Il y a eu dire comme quoi on a un testament, mais que certains membres de la famille sont partis voir le notaire Onega. Échanger de testament, est-ce que c'est possible? Non, vous savez, en fait, nous avons une déontologie dans notre profession. Mais c'est possible de changer quand même quand la personne n'est plus... Non, c'est parce que changer comment, ça veut dire que on falsifie sa signature. Oh non, vous savez, ça doit être dans des cas très très rares, ça. Dans des cas très très rares, ce dont on entend souvent parler, c'est quand le testament est holographe, écrit à la main, des héritiers vont dire « Ah, l'autre l'a caché ». Oui, c'est ça, mais quand c'est sur le notaire, personne ne peut le cacher. Oui, parce que c'est pour ça qu'il y a les témoins, en fait, pour venir, parce que le notaire n'est pas obligatoirement au courant du décès de la personne. Malheureusement, au Togo, on n'a pas ce qu'on appelle encore le fichier des dernières volontés. Il y a un fichier en France où tous les testaments sont inscrits. Dès qu'un notaire reçoit un testament, il envoie une note, dans une base, et c'est inscrit. Donc ça évite toute fraude. Oui, que ce soit le notaire, que ce soit après le décès de la personne concernée, il y a des preuves. Et oui. Donc on espère bien au niveau de la Chambre des notaires avoir ce fichier des dernières volontés là, parce que ça nous aiderait beaucoup. Parce que si je reçois un testament aujourd'hui, je l'inscris au fichier des dernières volontés et donc il n'y aura aucune autre contestation. Aucune autre contestation. Donc, c'est important aussi ce fichier. C'est ça. Mais sinon, pour les testaments holographes, moi, je sais que j'ai eu à rencontrer un cas, où certains enfants, ils n'étaient pas du même lit, ils n'étaient pas même mère. Oui, et
certains se sont soulevés en disant que oui, en fait, avant le décès de leur père, dans le sac de leur père, il y avait un testament. C'est ceux qui n'habitaient pas avec le père qui m'ont dit ça, qu'il y avait un testament dans le sac de leur père. Comment ils le savent? Je ne sais pas. Alors qu'ils n'habitent pas là? Non, je ne sais pas. Que leur père se baladait avec son testament. J'ai dit non, on n'a pas trouvé de testament dans le sac. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas cru cette version-là parce qu'ils sont persuadés. Je ne sais pas quelle provision. Il y a un testament dans le sac. Bon, vous savez, donc pour éviter ces genres de situations, il faut ce fichier-là. Oui, mais il faut ce fichier-là. Et puis, il faut que le testament soit notarié. Pas holographe et à la maison où on écrit. Ça doit être fait devant le notaire. Oui. Et même s'il est holographe, c'est-à-dire écrit et daté, signé de la main du testateur, il faut d'abord prendre des conseils juridiques. Parce qu'on ne maîtrise pas toujours les règles successorales et on peut commettre des erreurs et quand il y a une disposition qui ne convient pas, on annule. On annule au moment de son application, sauf accord de tous les autres héritiers, alors que cet accord n'est pas toujours facile à... Oui, si. Donc, vaut mieux aller chez un spécialiste de la chose pour prendre des conseils, même si ce n'est pas lui qui vous aide à écrire le testament, ou vous pouvez lui dire que c'est ça, j'ai besoin ou j'ai envie d'écrire telle chose, il vous dira comment faire pour rédiger ce genre de testament. C'est pas du tout facile, avec de longues haleines. Alors, vous êtes toujours dans le changement de mentalité et nous parlons des droits de la femme aujourd'hui avec l'honorable maître Lawson Kayi. Alors, honorable, il arrive aussi des cas où la femme se retrouve dans le rôle de chef de famille. Vous avez touché un peu du doigt tout à l'heure cet aspect. Un rôle qui est mieux perçu pour l'homme. Oui. Alors, vous en rencontrez des cas. Comment ça se passe souvent? Oui, vous savez, le cas qu'on rencontre souvent, vous savez, la femme togolaise a quand même cette humilité-là, ne pas se dire qu'elle est l'égale de l'homme, elle est chef de famille, tout ça, non. On laisse quand même la place à l'homme parce que, vous savez, c'est l'homme, hein. Oui, c'est l'homme, donc on lui laisse sa place. Il y a très peu... Si on veut vraiment qu'un ménage fonctionne, la femme ne doit pas s'ériger, ou se croire au-dessus de l'homme, ou... Quel que soit son statut, même. Quel que soit son statut, oui, parce qu'on reste femme après tout. Vous savez, c'est nous qui nous occupons des enfants, souvent de la cuisine, même si les tâches ménagères peuvent être partagées. Les hommes, il y a des hommes qui font la cuisine, tout ça. Mais le cas où on rencontre souvent la femme en tant que chef de famille, c'est quand... elle est divorcée, elle est seule, femme seule. Oui, que ce soit divorce, veuve. Oui, c'est là où elle se retrouve vraiment chef de famille. À gérer tout le quotidien, comme l'homme fait d'habitude. Le rôle classique de l'homme, c'est ce qu'on dit que l'homme, c'est lui le chef de famille, c'est lui qui s'occupe vraiment de la famille. C'est pour ça que... il y a cette expression femme au foyer. Oui, femme au foyer, c'est-à-dire que le chef de famille est là et la femme elle est au foyer. La maîtresse de maison. Oui, voilà. Mais les choses ont tendance à changer dans nos sociétés. Et la femme, en tant que se retrouve vraiment dans le rôle de chef de famille, à prendre toutes les décisions par rapport à la famille quand elle se retrouve seule. C'est ça. Changeons de mentalité. C'est pas facile d'être chef de famille, toi la femme seule. Parce que, premièrement, supporter les enfants, toi seule, leur éducation, la vie familiale en tant que dans la société, c'est pas facile. Comment scolariser les enfants, leur venir en aide au cas d'urgence, santé, tout ça là. Toi seul, ce n'est pas du tout facile. Changeons de mentalité. Si vous venez donc de nous capter, nous parlons des droits de la femme et nous avons essayé d'aborder l'aspect du droit de la femme au foyer, la femme veuve, la femme divorcée et aussi l'homme veuf qui subit aussi des cas où il est lésé lorsqu'il perd par malheur sa femme. Alors, nous continuons, mais nous allons demander à Mme Kayi Lawson, qu'est-ce qu'elle conseillerait
à une femme qui nous suit aujourd'hui, et surtout que c'est la journée de la femme africaine, pour mieux connaître et s'approprier ses droits, qu'elle soit mariée ou pas, en tant que femme? Quel conseil vous leur donnez? Mais ce que je peux dire déjà, c'est que les hommes doivent être contents parce qu'il n'y a pas souvent... On ne parle pas souvent d'eux qui sont maltraités parce que, par exemple, il y a des hommes battus aussi. Mais ils ne parlent pas. Oui, ils ne parlent pas. Un jour, j'ai demandé qu'ils en parlent pour qu'on leur dise Yako. Mais ils sont un peu complexés de le dire, vous voyez. Et donc, je pense que c'est courageux pour un homme de venir déclarer que sa femme le bat, le maltraite. Oui. Et donc, par rapport même aux successions, au décès de sa conjointe, qu'il est malmené par la belle famille, c'est quand même courageux de venir le dire, vous savez, parce que c'est quand même, on entre dans une certaine intimité. Donc, ce que je peux dire à la femme, c'est que la femme doit aller tout le temps de l'avant, aller à la recherche de ce qu'elle veut, en fait. Parce que si on est là à se croiser les doigts et attendre qu'on nous apporte quelque chose sur un plateau d'or ou d'argent, ça ne va pas marcher. Notre réponse sera toujours là. La place de la femme, c'est à la cuisine. Exact. Donc, pour pouvoir connaître ses droits, c'est vrai que nous aussi, on a aussi une charge par rapport à la société, c'est l'éducation qu'on doit pouvoir donner à nos enfants pour qu'ils puissent reconnaître que l'homme et la femme sont égaux. Parce que si on ne part pas de la base... C'est la mentalité. Vous voyez, comme vous dites, changeons de mentalité. Je pense que c'est le titre de l'émission. Et il y a bien. Et c'est bien tombé aujourd'hui par rapport aux droits successoraux. D'accord. Oui, qu'il y a lieu de changer de mentalité. Je veux dire par rapport à la femme, comme je dis, que comme on retrouve souvent des veuves. Oui. Vous savez surtout que la polygamie est toujours admise dans notre société. Oui. Donc, il y en a qui ont plusieurs femmes. On retrouve des veuves, mais qui... Vous avez beau être 3, 4, 5 veuves, vous avez un quart de la succession. Vous voyez, donc il y a lieu de changer de mentalité. Mais ce changement de mentalité doit être fait dans une approche d'éducation par rapport à nos enfants. On doit commencer dès petits. Oui, justement, par leur inculquer exact. Oui, que la femme vaut aussi bien que l'homme. Oui, ça c'est très, très important. Nous ne revendiquons pas la place des hommes, chacun a sa place, ou chacune a sa place aussi, et donc on est complémentaires. On est complémentaires, mais au niveau de certains droits, on n'a pas le droit de faire cette différence-là. D'accord. Oui, au niveau des droits légaux qu'on a, on ne peut pas dire non, parce qu'elle est femme, elle n'a pas le droit d'hériter de la terre, ou parce qu'elle est femme, elle a perdu son mari, on doit l'obliger à se marier à son frère, à son beau-frère, tout ça. Donc, c'est une question, c'est nous-mêmes, les femmes, qui devons chercher à connaître nos droits. Oui. Et mieux se les approprier. Oui, si. Parce que l'appropriation parfois est difficile, parce que ça dépend des autres, de l'environnement dans lequel... Si ça ne prend pas, et puis tu es toute seule. Exact, voilà. Mais déjà connaître... C'est déjà important. Oui, c'est important. C'est important. Et là, on peut mettre les pieds dans le plat quand on connaît ses droits et mettant avec son entourage, chercher à s'en approprier pour vraiment avoir exercé ce droit-là. Et ça, c'est ce qui est très important. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits. Qui ne connaissent pas. Et vous allez aller dans des villages... De quoi vous parlez, au fait? Oui. Non, les femmes ici, les femmes n'héritent pas. N'héritent pas de leur terrain, de terrain de leur papa. Ou les femmes, quand mon mari est mort, on m'a dit d'épouser telle personne, je suis allée. Oui. Elles ne savent pas qu'il y a autre chose. Elles ne savent pas. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a mon mari qui me disait à l'époque qu'il préfère épouser, il aurait dû épouser une Comptor au lieu de l'épouser. Parce que vous connaissez vos droits. Voilà. Donc, c'était une façon de me taquiner pour me dire, oui, si c'était peut-être une Comptor, serais-tu là? Donc ça, ce serait plus facile de l'enfariner. Exact.
Ouais, donc... Femmes, connaissez vos droits. Hein? Oui, non, c'est très, très important. Très, très important. Oui, c'est important, sinon on vous roule dans la farine. Oh là là, oui. D'accord. Alors, Madame Lawson, oui. Serait-ce votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, mais je en profite pour souhaiter une bonne fête de la femme africaine à toutes nos femmes. Parce que c'est vrai que cette fête-là n'a pas autant de visibilité que le 8 mars. Alors que pour nous, Africaines, le 31 juillet doit être une date phare. On ne doit pas seulement attendre cette date-là, je suis d'accord, mais nous devons plus fêter le 31 juillet ou enfin faire une démonstration le 31 juillet pour dire qu'on est là, que nous connaissons nos droits, que nous avons, c'est le moment de revendiquer aussi certains droits, de faire des plaidoyers en notre faveur. Ça aussi, c'est très, très important. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement sur le 8 mars, parce que le 31 juillet, c'est notre date, il faut en profiter. Donc, je souhaite une très, très belle fête à toutes les femmes togolaises et dire peut-être à ceux qui vont râler, parce qu'il y en a qui râlent toujours, ils vont dire « Ah, c'est pas un jour de fête, c'est un jour de revendication des droits. » Mais c'est les deux. C'est les deux. Exact. Si, il faut faire les deux. Vous savez, la vie est faite comme ça. La vie, on peut faire des demandes, mais aussi la vie aussi, ce sont des moments de joie, de partage. Et si c'est l'occasion pour nous, femmes africaines, femmes togolaises, de nous retrouver, c'est une très, très bonne chose. Changeons de mentalité. Merci, honorable Maître Lawson Kay. Vous êtes donc la marraine de ce numéro qui célèbre la journée de la femme africaine aujourd'hui. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Je souhaite une très belle fête à toutes les femmes africaines qui nous suivent de par le monde entier et plus particulièrement à la femme togolaise. Eh bien, bonne fête et changeons de mentalité. Vous retrouve très, très bientôt pour un autre thème. Une production Altesse Royal House Affaires. Sous le haut parrainage du président de la République, son Excellence M. Forest Zimna Nyasingbe, les associations Femmes d'Action et Cœurs Solidaires organisent dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine, en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, l'édition 2023 du Forum des femmes pour la femme et l'enfant à l'hôtel du 2 février, ce 2 août 2023. De 8h à 17h30. Ce forum national réunira de nombreux acteurs de la société civile, des différentes institutions nationales et internationales, autour du thème « Inclusion numérique et violence basée sur le genre ». VBG, opportunités, freins et défis. Au menu, des communications d'experts, des débats et des partages de bonnes pratiques. Citoyennes et citoyens, combattons avec la dernière rigueur les violences basées sur le genre. Protégeons les femmes et les enfants.